Bien, rebonjour à tous pour cette dernière table ronde de la matinée. Donc, j'espère qu'elle ne sera pas trop roborative. Oui, bon, c'était un très mauvais jeu de mots. Je commence à être fatiguée au bout des 2 jours de festival. Bien. Alors, donc cette table ronde, cette dernière de la matinée, s'appelle Lex Robotica. Je demanderai d'ailleurs à Nicolas Rougier, qui est un des participants justement de notre table ronde, de nous expliquer ça. Mais juste avant, donc les participants, et après on va vous passer une petite vidéo. Peut-être à la technique, il faudra éteindre pour que ce soit plus clair, ce qu'on va vous passer. Donc j'ai Catherine Dufour, que vous connaissez bien maintenant et qui est la marraine de notre festival, donc écrivaine donc et autrice de science-fiction. Nicolas Rougier, qui est donc chercheur en informatique et neurosciences. Marie Coris, voilà, qui est celle qui a créé justement ce procès de l'IA et ce qui s'appelle Scandale à la Macropole, qui s'est joué d'ailleurs à la Fête de la Science vendredi soir, oui, pardon, voilà, on y était aussi avec Nicolas, voilà, et qui est économiste, spécialiste de l'innovation, et Jean-Claude Dagnac, qui est auteur, que vous pouvez retrouver aussi en dédicace, et qui a quand même été chercheur, alors pour moitié dans sa vie, il était moitié écrivain, moitié chercheur. Voilà, donc on va vous passer ce petit film, ça dure 6 minutes, et ensuite on démarre la table ronde. Est-ce que vous y voyez bien, là, ça va? C'est bon? Ah, attendez, on a le son. Problème du son. Ah, en bas, regarde, t'as le son interrompu en bas, juste à côté du truc de Wi-Fi. Non, en bas de la... Tout à fait en bas. Voilà, là. Voilà. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Juste le niveau, c'est bon? Ouais, ok. Vous pouvez remettre les lumières. Merci. Voilà. Plus personne ne peut l'ignorer. Bordeaux Macropole enregistre une croissance sans précédent depuis quelques années. Croissance de la population, certes. Croissance économique, mais aussi, et surtout, une durable croissance et sécurité de inclusif plein emploi d'opportunités. Ambert fait venir le jeu qui est adulé la vie, puis lors, tous et tous. 01 01 011 01 11 01 01 001 001. Votre réquisitoire repose sur un seul argument. La peur. Oui, la peur. La peur de l'autre,
La peur de soi, la peur de ce que l'on ne connaît pas, la peur, enfin, du fantasme de la boîte noire. Cette boîte noire qu'on n'arriverait pas à comprendre, dont on n'arriverait pas à percer la mystique. Il me revient, disais-je, de vous rappeler qu'un être humain a une boîte noire. Et oui, c'est un scoop pour vous, Madame la procureure. Un être humain a une boîte noire, il est doté d'une boîte noire. Son cerveau, pardi. Quand on demande à un individu pourquoi il a pris, il prend, il prendra telle décision dans tel contexte, l'individu est capable naturellement de fournir une réponse argumentée. Par exemple, quand Alice demande à Bob pourquoi il a décidé ceci ou cela, Alice ne s'attend pas à ce que Bob lui fournisse une réponse en termes neurobiologiques ou computationnels. Et pourtant, on pourrait discuter longuement sur le fait que les niveaux computationnels et neurobiologiques jouent un rôle crucial sur la décision prise par Bob. Je ne vous le conteste pas, Madame la procureure. Mais le problème, c'est que Bob n'a pas accès à ces niveaux qui lui sont opaques. Notre peur de ne pas savoir comment l'intelligence artificielle prend ses décisions, même si nous les jugeons bonnes, eh bien cette peur, elle procède d'un préjugé. Et oui, un préjugé, Monsieur le Président, qui se résume à une formule que ne renierait pas Madame la procureure. L'opacité pour les humains, ah bah ouais, ok, pas de problème. L'opacité pour l'intelligence artificielle, ah ça non. Alors, vous avez vu, on s'amuse bien à l'université, hein. Voilà, donc sur le mode évidemment un peu drôlatique et puis totalement décalé, Marie a donc organisé, on va y revenir, un procès de l'intelligence artificielle. Voilà, alors la première question que j'avais envie de vous poser, alors on a intitulé cette table ronde Lex Robotica, qui en fait sera quand même précisément, va s'attacher à essayer de déterminer, aussi bien évidemment dans la science-fiction que dans un cadre, on va dire, plus scientifique, des rapports entre la loi, le cadre juridique et l'intelligence artificielle. Alors je ne parle pas peut-être de robotique, mais on verra évidemment qu'en science-fiction, c'est plus dans la robotique. Et donc la première question que j'ai envie de poser à Nicolas, Nicolas, pourquoi Nicolas, avoir choisi ce titre de Lex Robotica, justement? Parce que c'est toi qui m'avais soufflé le titre. Non. C'est bon, là? Voilà, c'est bon. Oui, alors le titre, j'avais choisi parce que j'avais participé à une conférence qui s'appelait
Lex Robotica, je leur ai piqué le titre, et c'était sur notamment le droit des robots et enfin, le cadre juridique qui devient assez complexe parce qu'on est confronté aujourd'hui à ces problèmes. Alors juste rapidement, il y a le fait que les robots en général doivent respecter la loi. Alors ceux qu'on a dans les labos, c'est pas grave, ils sont dans les labos, mais par exemple aujourd'hui on a les voitures autonomes, et alors évidemment elles doivent respecter le code de la route par exemple. Et alors ça peut bien marcher quand tout le monde va respecter le code de la route, mais ça peut rapidement devenir problématique. Par exemple, si vous êtes sur une autoroute, que ça roule, ça va bien se passer. Si vous voulez vous engager par exemple sur le rond-point de l'Étoile où il y a pas mal de circulation, tout en respectant le code de la route, votre voiture va rester bloquée sur place parce qu'il y a toujours des voitures qui passent, qu'il faut laisser passer les piétons, et donc là, ça pose des problèmes. Alors évidemment, ce qu'on va faire pour les voitures autonomes, c'est qu'on va quand même respecter la loi et le code de la route. L'autre problème aussi qu'il peut y avoir, et là où les juristes se posent pas mal de questions, c'est sur la responsabilité, notamment pour les voitures autonomes, mais même pour tout type de robots. Donc lorsqu'il y a un accident, c'est en fait qui va être responsable. Et donc là, c'est des choses qui sont assez compliquées parce qu'il y a à la fois, alors pour l'instant, quand on fait des essais avec les voitures autonomes, il y a toujours un conducteur à l'intérieur, alors qui ne touche pas le volant, mais qui est là pour vérifier que tout se passe bien. Il y a donc l'algorithme qui a été pensé pour faire voyager la voiture, et puis il y a son implémentation qui peut avoir introduit des bugs. Et en fait, on a déjà eu les premiers accidents mortels avec les voitures autonomes. Et donc là, il y a un acteur aussi qui arrive, c'est les assurances qui veulent pas payer, évidemment, quoi. Donc il y a aussi derrière des enjeux économiques. Et l'autre aspect, c'est sur l'aspect juridique, c'est qu'est-ce qu'on peut donner comme droit alors, aux robots ou aux IA. Donc aujourd'hui, il y a des choses où les gens ont besoin de trancher. Par exemple, est-ce qu'une IA peut être détentrice de brevets? Donc là, c'est tombé il y a 2 jours. La réponse, alors au niveau européen, ça a été non, en tout cas pour l'instant. Parce qu'on peut inventer des choses via des IA. Maintenant, ça devient relativement simple. Et la question, c'est est-ce qu'on donne la paternité du brevet à l'IA? Donc voilà, les juristes réfléchissent pas mal autour de ça. Alors aujourd'hui, pour les robots à peu près autonomes, le statut le plus simple, c'est celui d'un animal de compagnie. Donc on va en être responsable. Il est autonome, par exemple, comme votre chien ou votre chat. Par contre, s'il va blesser quelqu'un, alors on va être responsable. Merci Nicolas. Alors Marie, question, pourquoi avoir mis en scène, enfin faire cette création qui était une création entre recherche et finalement mise en scène artistique, théâtrale, de ce procès de l'IA? Pourquoi avoir voulu mettre l'IA au centre d'un procès? Merci Natacha. Pourquoi? Parce que on se pose tous, je crois, des questions face à l'intelligence artificielle, et puis on trouve des bouts de réponse, ou alors on a des conférences de spécialistes d'une discipline, donc on va avoir un regard. Alors on se tourne aussi vers la science-fiction et on va avoir un imaginaire. Et donc on s'était dit en fait que c'était assez sympa. Donc moi je suis chercheur, alors c'est pas tout à fait ma casquette d'économiste, c'est beaucoup moins rigolo l'économie. Mais voilà, l'idée de connaître aussi quelques gens, de se dire, si on veut se poser des questions, ce serait bien d'avoir un panel d'intervention, donc de faire vraiment tout ce qu'on appelle, nous, de la médiation scientifique. Et pour faire ça, ce qu'on a créé, c'est qu'on a créé une fiction. Donc la fiction, vous avez compris, on s'imagine en 2050. Et Martin Asmus, vous l'avez tous trouvé, l'anagramme, transhumanisme. Donc c'est évident. Et on se dit, imaginons, projetons les gens. On se dit, on est en 2050. Et puis, on a une IA qui a été implantée, il y a toute une fiction dans la tête d'un humain et qui nous gouverne. Mais le problème, c'est que tout va bien. Et face à ce tout va bien, mais qu'est-ce qu'on fait une fois que le scandale éclate et qu'on le sait? Est-ce qu'on garde l'IA puisque tout va bien, ou est-ce qu'on remplace par un humain? Donc c'est pour aborder toutes ces questions éthiques. Et donc cette fiction qui est faite aussi pour forcer les gens à se poser une question, mais une seule question est simple, puisqu'à la fin du procès, on leur demande de voter pour ou contre. Voilà, c'est en fait notre accusé, il est bon. Mais c'est pas grave, ça on a droit. Donc la question qui a tranché, c'est est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on revient à un humain? Donc ça a été un prétexte. Et aussi pour lutter dans le contexte un petit peu des mouvances pseudo-scientifiques, fake et compagnie, qui développent beaucoup de faux procès. Pour nous, l'objectif, c'était de faire un procès, donc avec un peu de théâtre et des blagues, évidemment, pour que ce soit digeste, mais où seulement des chercheurs viennent témoigner à la barre. Et donc j'ai travaillé avec pas mal de chercheurs, parce que moi je ne connaissais rien du tout.
Alors, je ne suis pas sûre de connaître encore grand-chose. Mais voilà. Et donc, vous avez ici deux des intervenants, donc Natacha et puis et Nicolas, donc, qui ont travaillé pour faire des interventions courtes sous la forme de témoignages, où ils viennent faire état de leurs connaissances, de toutes leurs connaissances, je crois, rien que de leurs connaissances. Donc, et on a pu aborder d'abord c'est quoi l'intelligence. Donc ça, c'est Cédric Brun, philosophe, qui est intervenu. C'est quoi l'intelligence artificielle, mais aussi aller du côté un peu plus neurobiologie. Comment on prend une décision. Donc c'est ce qui est repris par l'avocat de la défense, c'est-à-dire finalement comment l'humain prend une décision et qu'est-ce qui se passe pour une IA, qui est responsable, donc où on en est au niveau du droit, aussi au niveau de l'économie. Donc voilà, et pour vous dire, donc on l'a fait une première fois en 2019 dans le cadre d'Art et Sciences, et puis là on l'a repris justement à l'occasion de la fête de la science et d'Hypermonde, donc en version plus courte, et on va en faire un véritable film, parce que si on avait une équipe de cinéastes. Donc ce procès, je ne sais pas si on le refera une autre fois, il ne faut pas qu'on s'use non plus, mais c'est assez sympa. Fera l'objet donc vraiment d'un film type film de reportage cinéma, quoi. Et on pourra en faire des projections. On aimerait après qui soient librement diffusées. Ça fait aussi un état des connaissances en 2020 à peu près sur ces questions d'IA, et puis qu'on puisse organiser justement des débats après avec les gens et les chercheurs qui seraient présents. Et accessible, évidemment, le but c'est de rendre la recherche accessible au grand public. Alors Jean-Claude et Catherine, moi la question que j'ai envie de vous poser par rapport à ça, parce que souvent dans la science-fiction, on a une IA ou un robot qui se révolte par rapport à une situation donnée, par rapport à une société, par rapport à son propriétaire, etc. Donc finalement, est-ce qu'il est plus intéressant dans la fiction, on va retomber sur un débat qu'on avait déjà eu ici, mais est-ce qu'il est plus intéressant dans la fiction d'avoir un robot ou une IA qui se révolte finalement, plutôt qu'une qui respecte les lois humaines? Martin Asmuch, on pourrait faire Martine Machin aussi. Voilà. Moi, ce que je vois surtout dans ce procès là qu'on a vu, je répondrai à ta question juste après, c'est quand il dit oui, les IA, on leur en veut d'avoir une boîte noire, et alors que les humains, ils ont une boîte noire, le cerveau, et on leur en veut pas. Je crois que si, en fait, si on a tellement, justement, on met l'IA en procès, c'est parce qu'on a très très peur que justement leur boîte noire devienne aussi défectueuse que la nôtre. Enfin, moi, j'ai regardé, j'ai jeté un œil aux infos avant de venir. Alors, vous avez l'affaire du petit Grégory, qui consiste quand même à maintenir la tête sous l'eau d'un gamin de 4 ans. Vous avez le type qui a fait violer sa femme par 60 personnes. Vous avez le fou furieux qui utilise là les violences obstétricales, qui utilise un spéculum comme une arme de guerre. Et à un moment, je crois qu'on a très peur, on fait une projection, on se dit bon sang, si l'IA se développe vraiment et finit par avoir une boîte noire aussi complexe que notre cerveau, est-ce qu'elle va devenir aussi monstrueuse que nous? Donc en fait, l'IA nous renvoie un miroir dans lequel l'humanité se voit et se fait peur. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que globalement, dès que les romans de science-fiction mettent en scène une IA, un robot, ce que vous voulez, ça se passe mal, parce qu'on a l'habitude que ça se passe mal. Dès que quelque chose devient intelligent, la première chose qu'il fait, c'est mettre le feu à la baraque et torturer des petits chats. Oui, sans oublier aussi que si on veut que le bouquin soit un minimum intéressant, il faut que les choses se passent mal. Parce que si je vous raconte un livre pendant lequel, pendant 50 pages, c'est merveilleux, tout se passe bien, on se réveille le matin, ça baigne, on a votre mari que vous amène le petit déjeuner au lit, mais tous les jours, genre c'est pas votre anniversaire, c'est tous les jours, à ce moment-là, d'abord c'est totalement pas crédible, et puis ça devient rapidement chiant. Par contre, votre mari qui débarque avec le plateau de riz, qui fout en travers de la gueule en disant « J'en ai marre de toi, je divorce », voilà un bon début de livre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, enfin, tout au moins quelque chose dans lequel on a envie de tourner les pages en disant comment est-ce que ce type va en prendre plein la gueule, au moins si on est féministe, ou en disant que va-t-il devenir de lui? Va-t-il enfin trouver la princesse dont il rêve si on est masculiniste? Vous voyez, enfin, donc, on a un truc tout public, on a un best-seller quelque part. Ouais. Et oui, parce que par exemple, entre le Andrew de Isaac Asimov dans L'homme bicentenaire, qui est ce robot qui est totalement dans ce que j'ai appelé l'empathie machinique, c'est-à-dire l'empathie totale avec les humains, qui veut devenir humain. Et puis le HAL 9000 de 2001 Odyssée de l'espace, lequel finalement, lequel est peut-être le plus intéressant pour vous, parce que quand même le Andrew de Asimov, c'est quand même un robot, une intelligence artificielle intéressante, avec qui a de la profondeur, etc. Donc moi, c'est ça qui m'intéresserait de votre point de vue en fait de créateur, que vous puissiez dire au public.
Voilà, c'est... Il me semble que Jean-Claude, quand même, tu as envie de créer des... Je suis totalement déchiré là ici, parce que d'une part, j'ai ma casquette d'expert européen sur Factory of the Future, travaillant sur la robotique dans l'industrie, etc., où la robotique, c'est à peu près encore moins sexy qu'un aspirateur. Et puis à côté de ça, j'ai le travail d'écrivain dans lequel je me dis, si j'avais ce personnage d'intelligence artificielle qui chercherait à atteindre la conscience parce qu'il a la perception que quelque chose au-delà, pratiquement c'est la conscience, c'est que Dieu pour lui, et je me dis là j'ai un personnage fabuleux, et puis de l'autre côté j'ai une espèce de machin avec un bras qui fait tac, qui attrape une pomme, qui le remet, qui la met dans un machin là, et c'est pas du tout sexy, croyez-moi. Donc je suis véritablement dans une situation déchirée en me disant, narrativement, j'adore les intelligences artificielles complexes qui ont des drames, qui pètent les plombs, ce que tu racontes, qui torturent les petits chats, c'est bien, c'est un bon sujet. Il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et puis à côté de ça, j'ai des machins qui bougent et dont je me dis le véritable problème, c'est leur durée de vie et comment j'arrive à les recycler une fois que le bras s'est cassé. Vous voyez. Donc je suis embêté pour répondre à ta question, franchement, parce que la littérature a inventé des tas de trucs. Les lois d'Asimov sont absolument fabuleuses. Elles sont très intéressantes parce qu'elles permettent de créer des tas de conflits narratifs dans lesquels on se dit oui, mais moi j'ai un robot qui ne peut pas, dans une situation donnée, répondre aux 3 lois. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais jamais le moindre informaticien, le moindre neuroticien ou le moindre roboticien n'a essayé de programmer les 3 lois d'Asimov parce qu'elles ne servent rigoureusement à rien dans la vraie vie. Donc, tu vois, mais par contre, pour écrire des histoires, c'est génial. Alors, si on est dans le monde des histoires, c'est très bien, on n'est pas dans le monde réel. Si on est dans le monde de la robotique, on est dans une autre forme de monde. Et là, ça se passe pas du tout comme ça. Je suis vraiment au milieu. Moi, je sais pas quoi te dire. Moi, c'est pour reprendre ta formulation, globalement, tu imagines que les histoires de robots face à l'humanité et réciproquement, c'est quand... le moment où un robot, une intelligence artificielle, va se rebiffer contre l'esclavage auquel l'humanité le soumet. Donc la question immédiatement, c'est pourquoi est-ce que dès que nous, on fabrique une machine, on la transforme en esclave et qui est obligée de se rebiffer, tellement elle est maltraitée. Et on en revient toujours à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est un miroir qui nous déplaît profondément, l'intelligence artificielle. Voilà, c'est... Pourquoi est-ce qu'on les traite systématiquement mal? Pourquoi est-ce qu'on a en tête que de toute façon, dès qu'une IA atteindra l'intelligence, et c'est pas demain, elle va forcément constater qu'on les traite très mal. On a mis dans comment est-ce qu'on dit ça? Des maisons de tolérance, des bordels, quoi. Bon, voilà. On a mis des espèces de poupées gonflables améliorées, hein, et c'est-à-dire comment on appelle ça, des corps synthétiques. Hein. C'est assez nouveau maintenant. On a vraiment mis au point des corps synthétiques féminins très 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 réalistes. Et immédiatement, il y a eu un certain nombre de ces corps féminins synthétiques qui ont été installés dans des maisons de tolérance. Alors je ne sais plus où, si c'est en Allemagne ou ailleurs. Bon, bref. Elles ont été immédiatement déchiquetées, quoi. Au bout de 2-3 heures, quand on rentrait dans la chambre, on retrouvait un espèce de morceau de plastique déchiqueté, parce qu'immédiatement, il y a une agressivité terrible qui s'est exprimée sur ces corps qui sont à la fois imitant très bien l'être humain et totalement sans défense et sans droit. Donc ça fait peur. En fait, je suis en train de dire des trucs vachement cynistes pour un dimanche matin. Oui, mais tu sais que tu vas avoir du mal à quitter justement la dystopie. Catherine, tu nous l'as dit. Hein, on fait en fait la psychanalyse sur Hypermonde de notre amie Catherine Dufour. On essaie de la faire aller vers des choses beaucoup plus joyeuses. Mais on a un petit peu de mal. Ce serait dommage, je dirais. Mais tu sais, si je peux réfléchis à un exemple très simple, c'est ta voiture. Eh bien, la voiture est un objet technologique complexe qu'un certain nombre d'entre nous possèdent. Eh bien, vous avez des gens qui vont nettoyer leur voiture, qui vont la frotter, qui vont y passer des petits trucs, qui vont nettoyer les petites rayures. Et puis, vous avez des gens qui qui conduisent une espèce de véritable poubelle dans laquelle il y a plein de machins par terre, dans lequel ils ont été cabossés 2-3 fois, mais ils n'ont rien fait réparer, etc. C'est la même voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le même type d'objet, totalement insensible, etc. Mais tu as des gens qui auront ce travail de je la bichonne et j'ai quelquefois un rapport affectif avec ma voiture à qui je parle, dont je laisse traîner les doigts le long du capot dans un geste d'une sensualité absolument débordante, ou alors ceux qui passent à côté de la bagnole en disant tiens saleté, voilà, il y a ça, il y a les deux. Eh bien
c'est ce que tu décris, hein, c'est ce que tu décris avec les poupées Goswell, mais avec les bagnoles, on voit ça tous les jours. Hein. On voit des gens qui roulent dans des trucs dont on se dit, mais jamais ils mettent un petit coup de marteau ou un coup de peinture, puis il y a des gens dont ils disent, là quand même, ils sont un peu dans le fétichisme absolu, quoi. Hein, genre les dés qui pendent à côté du rétroviseur, ou le volant qui est recouvert d'un machin absolument sensuel avec une couleur. Ben, on peut. Simplement, il faut savoir que dans tous les cas, la bagnole s'en fout. Et pour l'instant, dans tous les cas, le robot s'en fout, et dans tous les cas, l'IA s'en fout. C'est-à-dire qu'on est, pour la première fois de l'humanité, face à des choses qui créent de la valeur, et qui créent beaucoup de valeur, et qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe, aucune forme de conscience d'aucune sorte, et qui peuvent être rejetées ou remplacées sans aucun remords dès qu'on a l'impression qu'on a trouvé mieux. Et c'est le problème de notre société de s'adapter à ça. S'adapter au fait que pour une fois, on a un esclavage moralement acceptable, parfaitement légal, et qui va changer la manière dont la société produit de la valeur à l'intention de ses membres. Oui, merci Jean-Claude. Alors Nicolas, moi la question que j'ai envie de poser, comme oui, ah pardon, tu voulais répondre à Jean-Claude, puis après je te pose la question. Rebondir là-dessus, donc sur la façon de traiter les robots. Donc il y avait une expérience qui avait été faite, c'était un robot autostoppeur. Et donc en fait il faisait rien, il l'avait laissé sur le coin d'une route et avec un message prenez-moi en autostop, et les gens l'amenaient plus loin, quoi. Et en fait il a voyagé aux États-Unis assez longtemps jusqu'à ce qu'effectivement quelqu'un le détruise complètement et son voyage s'est arrêté. Et sur la perception des robots, donc là c'était la société Boston Dynamics, donc pour tester, donc ils font des robots qui marchent plutôt bien. Et donc on fait les crash tests, mais comme on fait dans tous les labos, mais en général on filme pas forcément. Mais les gens arrivaient et lui donnaient des coups de pied, lui envoyaient des objets sur lui en fait pour tester sa réponse, s'il pouvait continuer à fonctionner. Et ils ont mis ça en ligne et en fait ça a fait un énorme scandale, et un des qui donnait l'argent à abandonner la société parce que les gens se mettaient, pensaient que c'était mal de faire ça aux robots. Donc, je ne vous dis pas ce qu'on fait dans les labos, mais peut-être qu'il ne vaut mieux pas qu'on ouvre la porte, mais ça fait partie des tests standards. Mais comme on se projette, parce que le robot avait une forme humanoïde, du coup, les gens étaient vraiment révoltés de ce traitement. Et alors Nicolas, moi la question que je voulais te poser, c'est quand vous programmez, vous faites des lignes de code pour une IA. Donc déjà, bon, c'est pas évident puisque je rappelle que l'IA c'est une intelligence spécialisée. Est-ce que vous intégrez en fait, et comment vous faites pour intégrer éventuellement le respect justement des lois? Comment ça se passe en fait techniquement, en termes simples? Alors si ça reste dans les labos, il y a zéro respect, à part tout ce qu'on a, c'est à peu près obligatoire si on a un bouton d'arrêt d'urgence. Là c'est vraiment pour des problèmes de sécurité. Donc, le reste, c'est on a des consignes de sécurité. Donc quand les robots vont être dangereux, on va s'assurer qu'il n'y a aucun humain autour, parce que il y a déjà eu des accidents dans des usines où un humain a été tué par un robot, mais parce qu'il était dans la zone où il fallait pas être. Pour le reste, pour la conduite autonome, là il faut effectivement lire les panneaux routiers, mais là c'est simple pour dire il faut rouler à 30, mais c'est aussi simple de tromper la machine. Et par exemple, pour les 3 lois, on ne le fait pas parce qu'on ne sait même pas reconnaître un humain. Aujourd'hui, on en est là. Donc, par exemple, il y a Google qui fait de la reconnaissance d'images et qui est censé reconnaître les humains. Et comme ils font ça par l'apprentissage, mais que les corpus sont biaisés, ils ont des cas où ils ont du mal à reconnaître les personnes noires, et ça provoque des scandales assez réguliers. Donc, si on voulait même respecter les 3 lois, on sait pas reconnaître un humain à coup sûr. Marie, lors du procès, tu as fait intervenir, donc le monsieur que vous avez vu tout à l'heure dans l'extrait, était un véritable avocat. Voilà. Et je voulais savoir comment est-ce que les juristes, quelle perception ils ont, parce que c'est quand même notre futur proche, donc comment les juristes intègrent la future présence des robots, de l'IA dans notre société, parce que moi je me rappelle avoir eu un débat, alors ça fait déjà 10 ans, en 2011, avec des juristes, et ils étaient quand même pas je dirais à la traîne, mais ils n'arrivaient pas à intégrer ces notions-là. Donc comment ils ont réagi quand tu leur as
Alors, je ne peux pas trop répondre à leur place, mais effectivement, il y a plusieurs problèmes qui se posent, donc ils réagissent, c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui vont relever du droit civil, d'autres du droit de la consommation, d'autres du droit pénal, parce que, encore une fois, il n'y a pas de cadre juridique propre pour l'IA, mais comme il n'y avait pas de cadre juridique pour les programmes informatiques depuis très longtemps, parce que vous savez, on est entre le brevet et le droit d'auteur, je pense qu'on n'a pas pensé un cadre particulier, et donc ça peut pas... c'est pas que par rapport à l'IA, ça fait déjà 50 ans qu'ils sont en retard, mais parce qu'on ne sait pas le concevoir, et c'est peut-être ce que disait Catherine. Donc pour l'instant, c'est très flou, et c'est le même problème qui était exposé par Nicolas, parce que savoir qui est responsable, donc le coup du véhicule autonome, qui est responsable, c'est extrêmement compliqué, et ça va sur différents endroits. J'avais une question pour Catherine. Vas-y, je t'en prie. Éventuellement, parce que je me disais en vous écoutant, cette image-là de l'IA qui est notre reflet, mais c'est notre reflet en tant qu'adulte, et le côté aussi, on cherche des bouquins où tout se passe mal, ou des films où tout va mal, mais j'ai l'impression que les enfants ne sont pas du tout comme ça, parce que si on regarde la science-fiction pour enfants, je ne m'y connais pas trop, j'ai juste un gamin qui je dois regarder tous ces films, mais c'est plutôt une belle vision, quoi, et remplie d'optimisme, et ils aiment les histoires qui vont bien, où il y a des héros, des IA qui sont créés. Des gentils robots, c'est sûr. Non, mais moi, il me dit souvent, il faudrait vraiment que la technologie progresse pour qu'on puisse créer ça, puis j'ai l'impression, je sais pas, c'est quand on devient adulte qu'on bascule, et qu'à la fois on est attiré par des catastrophes, parce que ça nous fait plaisir. Je sais pas, je me demandais, voilà, en vous écoutant, c'est vrai, sur ce miroir, est-ce que ce qui nous fait peur, en fait, c'est pas nous-mêmes, alors que voilà, c'est tout. Non, c'est différent, hein, très rapidement. C'est que si tu fais un gamin, si tu fabriques un doudou, si tu fabriques un objet doux pour un bébé ou pour un petit gamin de 3 ans, il est certain que ça va être doux, ça va être moelleux, ça va être élastique, et ça va être quelque chose qui va être, entre guillemets, câlin, et ce qu'on appelle néoténique, c'est-à-dire avec une forme affectueuse, une forme qui rappelle celle justement des bébés. Tu vois. Si tu fais quelque chose pour un adolescent qui a besoin de se dépenser, tu vas peut-être faire un punching ball, c'est-à-dire quelque chose dans lequel le gamin aura envie d'interagir, mais de manière plus violente. Les gamins à 3 ans, ils vont se faire d'énormes poutous. À 12 ans, dans la cour de récréation, ils auront tendance à se bousculer, ce qui est une autre forme d'affection qui relève de la même chose, mais qui est avec une adrénaline différente peut-être. Je schématise encore une fois, bien entendu, mais c'est souvent ce cas-là. Et par contre, d'un point de vue narratif, si tu veux qu'une narration avance, si tu veux qu'il y ait un problème, c'est par définition un problème, c'est-à-dire quelque chose qui ne se passe pas bien. C'est très fréquent en science-fiction d'avoir un départ de roman qui est idyllique et un petit grain de sable qui va tout faire effondrer. On adore ça. Et plus le grain de sable est petit par rapport à la merveilleuse machine, plus on estime avoir réussi notre coup. D'accord ? Oui, c'est certain. Enfin, moi, pour le peu d'expérience que j'ai avec les enfants, globalement, ils ont envie de poutou et de doudou, et puis ils jouent au Lego, et puis ils jouent au Playmo, et puis ils vous construisent des paysages super complexes. Et puis là-dedans, ils mettent des dinosaures ou autres, et après, c'est grosses bastons de dinosaures. Donc il y a toujours un aller-retour entre quelque chose de paisible et quelque chose de beaucoup plus actif, un petit peu comme pour nous. Nous, on aime bien être au chaud sous notre couette, mais d'un autre côté, on ne va pas faire ça toute notre vie. On a aussi besoin d'action et de se désennuyer. Et puis arrive l'adolescente avec la montée des hormones. Et là, on passe à un autre niveau d'agressivité, ça c'est très clair. Il y a un truc, pour revenir aussi à ta question par rapport à ça, par rapport à la loi. Il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. D'abord, il y a, je dirais, l'utilisation civile des robots. L'utilisation civile, ça peut être aussi bien les robots dans une usine qui aident à construire un objet. Ça, il y en a. Ça peut être aussi le robot aspirateur que tu as chez toi, l'espèce de machin rond qui passe. La question, s'il se fait tomber grand-mère, qui est responsable, tu vois. Bon, c'est ces questions-là. Mais il y a aussi toute une chose qu'on a tendance à oublier, et c'est pourtant pratiquement 40% de l'exploitation des robots, ou tout au moins de l'argent qui est mis, c'est le robot militaire. Or, le robot militaire, il n'a pas du tout les mêmes contraintes légales, etc., qu'un robot civil. Un robot militaire, il est quand même un peu là aussi pour tuer des gens. À la base. Tout au moins, le moyen consistant à tuer des gens est considéré comme parfaitement licite dans le cadre d'une guerre, par exemple. Donc le drone qui va survoler avec comme mission de chercher un hostile pour lui tirer dessus, ou l'espèce de truc chariot blindé qui va se balader pour faire sauter des mines et au passage repérer les gens qui sont armés et qui sont du camp d'en face, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et ça, le travail de la loi est extrêmement complexe là ici, parce que la loi concernant le militaire, elle repose sur
un certain nombre de traités, un certain nombre de manières de traiter les gens. Il y a Berne, il y a un certain nombre de trucs. Mais est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un quand on est beaucoup, beaucoup plus fort que lui, par exemple? C'est une question. C'est-à-dire, si j'envoie un robot totalement blindé, équipé d'armes, totalement létales, face à une douzaine je dirais, de rebelles dépenaillés, à peine armés de vagues machins qui tirent quelques coups, alors que moi je balance des rafales de 12 000 trucs en une minute, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est socialement acceptable? Eh bien, suivant les pays, la réponse est évidemment extrêmement différente. Et ça, c'est un problème qui fait que la robotique n'intègre pas, la robotique et l'intelligence artificielle associée à ça, parce qu'on a quelquefois du mal à distinguer les deux. Un robot, c'est un objet autonome qui est capable, à partir de capteurs, de prendre une décision et d'agir. Et une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui, à l'intérieur, analyse l'ensemble des informations en sa possession et fournit la directive d'action. Vous voyez ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des choses extrêmement simples du style « je cogne contre un mur quand je suis en Roomba, donc je tourne d'un demi-tour sur moi et j'essaie une autre direction ». Ça marche à tous les coups, hein. Vous arriverez toujours à sortir du labyrinthe. Ou alors vous avez la situation du genre, j'ai un certain nombre d'informations contradictoires qui me disent qu'il faut que je roule à une certaine vitesse, mais en face de moi j'ai des voitures, donc il faut que je ralentisse, et puis j'ai une personne qui essaie de traduire, et puis j'ai un chien qui est en train de marcher au milieu de la route, qu'est-ce que je dois faire, sachant que mon passager risque d'être truc si je touche, donc est-ce que je touche la grand-mère, est-ce que je touche le chien, est-ce que j'essaie de faire un tête à queue, etc. Ça, c'est une intelligence artificielle qui, à partir d'un ensemble de données et un ensemble de cas et de méthodes, lui permettra, après l'essai d'un ensemble extraordinaire de solutions, de choisir, entre guillemets, quelque chose qui sera la meilleure étant ce qui correspond le mieux à un critère, à un ensemble de critères que j'ai reçus. Voilà. Donc on mélange un petit peu les deux, mais en tout cas je peux vous dire qu'au niveau de l'armée, vous avez des objets fabriqués de plus en plus, parce que autant on a un problème pour envoyer nos petits gars se faire tuer face à des rebelles, autant envoyer des espèces de casseroles mécaniques, etc., qu'on produit à la chaîne dans une usine, se faire flinguer et aller flinguer les autres, ça ne nous pose aucun problème métaphysique. Ça ne fera même pas les gros titres des journaux, vous voyez. Donc là, on a développé un droit et une façon